bienvenue au musée de la Légion d'honneur. Merci au musée de nous accueillir pour cette conférence sur les décorations du maréchal Niel par Stéphane Faudet, qui est à la fois militaire, colonel, il travaille à l'école militaire, et qui a eu également un brillant parcours universitaire, puisque vous faites, je veux dire, un parcours assez exemplaire sur le maréchal Niel et maintenant sur le maréchal Leboeuf. C'est un maréchal très intéressant, d'abord parce que si on l'avait peut-être plus écouté, on aurait peut-être moins perdu la guerre de 70, mais il a fallu qu'il fût écouté par le Parlement avec un certain nombre de votes, mais bon, ça n'a pas eu lieu. Deuxièmement, c'est un militaire très moderne, qui a connu une très belle carrière. Et effectivement, un des intérêts de ce genre de conférence, c'est qu'on va traverser finalement toute une période de notre histoire à travers les décorations. Donc merci à notre conférencier, et puis je vous souhaite de poser toutes les questions qui vous intéresseront. Merci beaucoup. La promenade va durer 1 heure. Je vais vous raconter la vie, la carrière vraiment unique du maréchal Niel, et je vais illustrer mes propos par les décorations qu'il a reçues. Alors, pourquoi cet intérêt que je porte à Niel depuis maintenant presque une vingtaine d'années? Parce que le professeur Couto-Begari, lorsque j'étais à l'école de guerre, vient me voir, il me dit « Vous voulez aller en master à l'école pratique des hautes études, vous allez me rédiger pour la fin de l'année un dictionnaire des maréchaux de Napoléon III. » Or, Ronald Zins, ancien président des souvenirs napoléoniens, venait juste de le faire paraître. Donc je reprends rendez-vous avec le professeur qui me dit « Bon, très bien, demain matin, revenez me voir et dites-moi quel est, selon vous, des 19 maréchaux créés par Louis-Napoléon Bonaparte et Napoléon III, le plus bête et le plus intelligent des maréchaux. » Donc je passe ma nuit en recherche, en essayant de ne froisser personne, et je reviens le lendemain matin, après avoir fait une queue immense devant son bureau, en disant « Selon moi, le plus brillant, le plus intelligent était Niel, et il n'a pas été écouté, et il est mort trop tôt, 1869. Et le plus bête, je ne vous donnerai pas le nom aujourd'hui, puisqu'il y a encore des descendants. » Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance, grâce à Valencel, qui est le biographe des maréchaux de Napoléon III, un biographe formidable, de retrouver à l'époque le comte Niel. Donc je lui présente mon projet de thèse, et puis il m'emmène dans son salon, et sous le canapé, il sort 3 valises. La première valise est remplie de lettres et de documents, une correspondance absolument extraordinaire avec son épouse pendant toutes les campagnes, ce qui permet, en lisant cette correspondance, d'avoir un recul par rapport aux événements. En plus, Niel était un homme du Sud-Ouest, comme je vous le dirais, qui avait beaucoup d'humour. Donc en fait, on apprend vraiment le dessous des cartes et la manière dont ça se passe vraiment. Ça, c'est la première valise, dont des courriers de Napoléon III, des documents, des cartes, ce qui a permis de réaliser ensuite ma thèse et ma biographie. Deuxième valise, les 2 bâtons de maréchal de Niel, avec celui d'apparat et puis celui de service ordinaire. Et la troisième valise, eh bien, ce sont toutes les médailles et diplômes que Niel a reçus pendant sa carrière, ou presque, puisque vous allez voir, il y a des manques. Il y a des diplômes sans les décorations, il y a des plaques sans les décorations. Je ne suis pas un expert en phaléristique. Je dois tout à Jean-Christophe Paltais, que vous connaissez tous, qui m'a aidé à rédiger ce petit opuscule. Les photos sont de lui, les explications de lui. En fait, je ne suis pour rien là-dedans. C'est Jean-Christophe qui m'a vraiment aidé là-dedans. Alors tout d'abord, que vous dire? Ce portrait de Niel est fait par Larivière après la victoire, la bataille de Solferino. C'est un portrait qui se trouve dans l'escalier d'honneur du Palais Niel à Toulouse. Larivière est un portraitiste de renom, et on voit qu'il a voulu absolument exposer toutes les décorations du maréchal sur quelques centimètres carrés, donc ça déborde de partout. On peut remarquer le bâton, on peut remarquer à l'arrière le champ de bataille, qui n'est pas vraiment celui de Solferino,
puisque le champ de bataille devrait être jonché de morts avec les ambulances de Dunant. Seule chose qui ressemble à peu près à la vérité, c'est le nuage gris à droite, puisque vous vous souvenez que la bataille de Solferino, eh bien, il y a eu une pluie terrible, il y a eu de la grêle, on s'achève à coups de pierre, enfin, c'est l'une des plus terribles batailles qui a eu lieu sous le Second Empire. Alors tout d'abord, Niel est un officier de l'arme du génie, maréchal de France, ministre de la guerre. Il est né en 1802 à Muret, non loin de Toulouse, et il est mort en 1869. Donc il a traversé une bonne partie de l'histoire du XIXe siècle. Ensuite, Niel a été novateur. Il a été atypique dans son métier d'officier. Original dans ses convictions, il est catholique fervent, j'en ai eu la preuve. Il était encyclopédique dans ses connaissances, moderne dans beaucoup de prises de décision, prises de position, et il a été repéré immédiatement par quelqu'un qui était féru d'innovation, qui est Napoléon III. Alors, on ne devient jamais ami d'un chef d'État, d'un roi, d'un monarque, d'un empereur, mais en tout cas, ils s'estimaient tous les deux beaucoup, contrairement à Eugénie, qui n'appréciait absolument pas Niel, mais j'y reviendrai. Enfin, Niel a été toulousain de cœur et d'âme. Il reste au contact du pays de Comminges, grâce à un domaine qu'il a à Brioude, près du château d'Aufréry. Et ce n'est pas par hasard qu'il est devenu commandant de la circonscription militaire de Toulouse. À l'époque, les CMD, ce qu'on appelle les CMD, ou les régions terres, étaient commandées par des maréchaux, c'était leur bâton de maréchal. Alors Niel est né le 4 octobre 1802 à Brioude, près de Toulouse. Il est mort le 13 août 1869. Et il a accompagné, on peut dire fidèlement, Napoléon III pendant 20 ans. Mais il ne verra pas la défaite. J'en suis désormais certain. Il a fait défaut à la France en 1870. Alors, je vous le présente physiquement en quelques portraits. Tout d'abord, ici, jeune. Il est à l'école d'application du génie et de l'artillerie. Et puis, ces photographies que vous connaissez, entre autres de Disdéry, qui permettaient d'avoir des petits portraits qui finalement nous donnent une idée, là aussi, de ses décorations. Et puis, la tenue en bourgeois. Souvenez-vous de ces portraits de Napoléon III, qui, pour la première fois, posait en bourgeois avec son fils assis sur ses genoux, ce qui est exceptionnel à l'époque. Un autre portrait, on le voit au milieu, c'est un dessin réalisé par un dessinateur britannique. J'y reviendrai. Psychologiquement, je me suis dit qu'une expertise graphologique pouvait avoir un intérêt, donc j'ai fait réaliser cette expertise. Donc c'est un homme énergique, cultivé, qui est résolu, qui est fait pour fédérer, qui a une passion de la conquête, qui a une grande pensée prospective, un sens critique aiguisé, mais qui n'a absolument aucune patience, dit le graphologue, et ce qui est la réalité. Alors, mort trop tôt, disent certains, ça fait des années que je dis des conférences sur Niel, et tout le monde me pose la question, si Niel avait été vivant en 1870, est-ce qu'on aurait gagné? Eh bien, la réponse est non. Voilà, je le dis, il n'aurait pas été l'homme qui aurait sauvé la France. Il y a un autre personnage dans cette affaire dont on parle beaucoup, qui est le maréchal Leboeuf, qui a succédé à Niel. Leboeuf, qui aurait dit devant l'Assemblée qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre à la veille de 1870. Donc je prépare mon habilitation à diriger les recherches en ce moment, et je démontre que Leboeuf n'a jamais dit ça. Alors pourquoi il n'a jamais dit ça? Parce que c'est une fabrication ultérieure des bonapartistes, qui à un moment où Napoléon III étant mort, voulait installer sur le trône Napoléon IV, donc son fils Louis, qui est, comme vous le savez, mort en Afrique du Sud. Et donc les bonapartistes, pour dédouaner de la responsabilité politique de Napoléon III de cette défaite de 1870, trouvent en fait l'homme à abattre qui devient Leboeuf. Alors revenons à Niel. C'est finalement une légende un peu triste parce qu'il est mort trop tôt, il était modeste, donc on le connaissait moins. Lorsqu'on parle des maréchaux de Napoléon III, on parle souvent de MacMahon, par exemple, mais on ne parle presque pas de Niel. Les historiens, eux, parlent de la loi Niel, qui est une avortée de réforme de l'armée française en 1867-1868, et qui est un vrai désastre, cette loi. Elle est complètement défigurée. Et puis elle est triste aussi parce qu'en août 1869, Niel meurt de la maladie de la pierre, dans d'atroces souffrances.
Et celui qui est témoin des souffrances, c'est Napoléon III lui-même, qui lui-même souffre de la maladie de la pierre. Donc Nélaton décide d'opérer Niel, tue Niel, le tue proprement, et donc lorsque Nélaton proposera à Napoléon III d'être opéré, vous imaginez bien sa réponse, ce qui veut dire que l'état physique de Napoléon III sur le champ de bataille est lié au fait qu'il n'ait pas été opéré par Nélaton, qui a tué Niel. Voilà. Alors, moi j'aime bien les tableaux. Donc ça, c'est l'esquisse qui est à droite de la rivière et puis le tableau de la rivière, avec quelques zooms. Alors, si on résume sa carrière, en gros, son dossier militaire, hein, vous pouvez voir, voilà, il est sous-lieutenant en 1823, il finit maréchal de France en 1859. Et puis, on voit à droite son évolution dans l'ordre de la Légion d'honneur, donc chevalier en 1838, officier en 1845, commandeur en 1852, grand officier en 1854 et grand croix en 1855. C'est ce qui s'appelle, à l'époque, une carrière exemplaire. Voilà. Alors, parlons maintenant brièvement des maréchaux de Napoléon III. Donc, ce ne sont que des noms connus, hein, dont existent encore certains descendants. Donc, l'énigme est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, mais je vous promets de ne pas le dire. Donc, Rey, Jérôme Bonaparte, Arispe, Vaillant, Saint-Arnaud, qui est mort pendant la guerre de Crimée, Magnan, Casselane, Baraguet d'Illiers. Alors, Baraguet est très connu à Saint-Cyr, puisqu'il a fait tirer au canon sur les élèves saint-cyriens. Pélissier, Randon, Camp-Robert, Bosquet, MacMahon et Niel, voilà, maréchal en 1859. Ensuite, Regnault de Saint-Jean d'Angély, Ornano, Forêt, Bazaine et Leboeuf, qui est le dernier. Ça, ce sont les armes parlantes de la famille Niel. Vous voyez le Ni et le L, ce qu'on appelle vraiment des armes parlantes. Ça, c'est le domaine de Brioude, qui est la maison du maréchal Niel et qui est maintenant une école primaire où tout a été badigeonné, avec du carrelage partout. Bref, c'est très moche. Mais en tout cas, la famille Niel a toujours servi sous les armes les rois et puis ensuite Napoléon III. Alors, je vous disais qu'il est voilà ce qui est devenu maintenant la maison natale. Le pigeonnier qui, lui, n'a pas été rasé. Alors ça, c'est amusant parce que dans l'église de Muret, j'ai fait retrouver cette croix-là. Et cette croix-là est celle qui était au-dessus, puisque vous voyez que c'est une croix orthodoxe, au-dessus de la chapelle de la forteresse de Bomarsund. Et comme la citadelle, elle est détruite, Niel a juste demandé qu'on fasse une chose, par respect pour la croix, qu'on l'enlève, et l'a fait expédier donc au curé de Muret. Donc il effectue ses études au lycée de Toulouse, à l'école polytechnique, il sort major de l'école d'application de l'artillerie du génie en 1825, ensuite il va au 3e régiment du génie, il travaille alors à des travaux de défense, Longwy, Toulon, les îles d'Hyères aussi, ça c'est formidable d'aller à Hyères pour y travailler, vous imaginez bien. Et puis, il a une notation absolument extraordinaire. Voilà. Plusieurs fois officier d'avenir à pousser, simplement l'inspecteur général à Paris, puisqu'il rejoint le dépôt des fortifications en 1835, dit « Il ne manque peut-être au capitaine Niel que d'avoir fait la guerre. » Voilà. Donc pour faire la différence en termes d'avancement, vous savez bien que ceux qui ont fait la guerre sont promus plus vite. Bon. Et en fait, il est exaucé, puisqu'il participe au siège et à la prise de Constantine le 13 octobre 1837. Pendant 2 ans, donc, il commande le génie de la province et il est fait chevalier de la Légion d'honneur, on l'a vu, en 1838. Alors, juste une chose, ce tableau qui représente la réalisation de la brèche dans la forteresse de Constantine, j'en ai désormais la certitude, l'officier qui entraîne la troupe avec l'échelle à droite et qui lève son chapeau est Niel. Voilà. Et je vous dirai après pourquoi j'en ai la certitude. Alors voilà la Légion d'honneur qu'il reçoit. Alors en termes de diplomatique, rien de particulier. La lettre d'annonce est signée de Bernard,
qui est ministre de la Guerre. Le certificat de la Grande Chancellerie est signé par Gérard, qui est à ce moment-là grand chancelier. Un poinçon, paraît-il, à la tête de Sanglier, qui est un poinçon de contrôle pour l'argent du bureau de Paris en usage à partir de 1838. Alors, en Algérie, Niel réalise paradoxalement qu'une guerre dite coloniale peut être néfaste, puisque certains généraux affirment « celui qui sait conduire une colonne en Algérie pourrait être un bon maréchal de France ». Donc une colonne, c'est 30 personnes. Si on sait bien commander 30 personnes, alors on peut être un bon maréchal. Bon, la conclusion est peut-être rapide. En revanche, quelqu'un comme Trochu, lui, affirme que l'armée française court à la catastrophe si jamais l'ennemi se durcit. C'est-à-dire qu'on enchaîne les corps expéditionnaires, on vainc facilement un ennemi qui est plutôt asymétrique, mais que le jour où il y aura un ennemi fort, costaud, entraîné, ça rappelle certaines choses, n'est-ce pas? Eh bien, il se peut qu'on se prenne une dérouillée. Voilà. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais en tout cas... Et puis, en tout cas, il y a un terme qui revient, c'est « débrouillez-vous »,« débrouillons-nous », c'est-à-dire on fait avec les moyens du bord, et puis finalement, on arrive à vaincre. Donc, ce confort intellectuel explique, pour beaucoup, la défaite de 1870. Pour moi, 1870, et dans l'article du Figaro que j'ai réalisé pour Michel de Gégère, je montre que finalement, 1870 est avant tout une défaite intellectuelle qui est liée à une succession de campagnes, de corps expéditionnaires, où finalement l'ennemi n'est pas un ennemi symétrique, endurci. Voilà. Et d'ailleurs, Trochu écrit très vite que nous pourrions bien nous retrouver impuissants devant les Prussiens et les Autrichiens. Voilà. Trochu l'écrit. Alors, il n'est pas innocent que tous les maréchaux de Napoléon III aient passé en Algérie de très longues années. MacMahon, par exemple, est resté 20 ans en Algérie. Bosquet, 24 ans. C'est un peu comme si nos généraux passaient 24 ans au Mali ou 30 ans en Afghanistan. Donc, vous voyez, finalement, ça transforme l'esprit, ça transforme le raisonnement, ça déforme. Moi, je dis, franchement, ça déforme. Voilà. Puis Niel est muté à Paris. C'est au moment où Louis-Philippe décide l'établissement autour de Paris d'une enceinte, on connaît bien, cette enceinte continue, avec des ouvrages extérieurs qui viennent protéger tout ça. Et Niel, donc c'est le général Vaillant que vous voyez ici. Vaillant est responsable des travaux de la rive droite, il devient le mentor de Niel et lui confie le front de Saint-Denis et la construction du fort de la Briche. Voilà, que vous voyez ici. Alors ce fort est extrêmement important parce qu'il vient protéger de ses feux la voie ferrée stratégique qui va vers l'est. Voilà. Puis le temps de commandement de Niel s'effectue au 2e régiment du génie de 1846 à 1848. Il a un chef charismatique et il écrit à sa femme « Pour moi, un bon régiment est celui qui possède des bons officiers, des officiers formés, des officiers fidèles, des officiers qui soient capables d'emmener leurs soldats à la guerre, mais surtout que ces officiers-là soient cultivés. » Et une vraie culture générale. Il l'écrit. Alors moi, j'ai eu l'honneur et la joie de commander un régiment, et je pense que c'est effectivement l'une des clés du succès. Et moi, quand j'étais lieutenant, mon chef de corps me dit allez vous faire inviter à dîner par vos lieutenants, vos capitaines, et regardez la taille de la bibliothèque chez eux. Alors maintenant, c'est différent parce qu'on a un ordinateur, mais lorsque j'étais chef de corps, il y avait encore quelques bibliothèques, et la variété des ouvrages qui se trouvent dans ces bibliothèques. Et le plus souvent, la taille de la bibliothèque correspondait à peu près, non pas à la taille du cerveau de la personne, mais en tout cas, on pouvait, sans trop de raccourcis, trouver quelques similitudes. Niel reprend à son compte cette lettre du maréchal de Belle-Île à son fils, que vous connaissez, le bien du service et l'avantage du régiment qui vous est confié. Et il écrit, voyez-vous, pour réussir, il faut 2 de ces 3 choses, du savoir, du savoir-faire et du savoir-vivre.
Et savoir-vivre, je trouve ça extrêmement intéressant d'en parler, de cette notion de savoir-vivre. Voilà. Ce n'est pas que de la connaissance, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi du savoir-vivre. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Niel a été marqué par Bugeaud, et il pense comme lui qu'une bonne organisation de l'armée française tient en 4 règles. Un fonctionnement qui n'est pas celui de l'autorité civile, avec une spécificité, des cadres bien formés, le recrutement, la formation, et enfin un statut social, et considérer la condition militaire comme une condition qui n'est pas celle des civils. Il l'écrit comme ça. Et il est en revanche complètement l'opposé du maréchal de Castelane, que vous voyez à droite, qui à un âge avancé porte encore sa tenue, et qui, à l'époque, inspectant un régiment, avait puni le chef de corps parce que dans la musique, il n'y avait pas le chapeau chinois. Voilà, donc le chef de corps s'était pris des jours d'arrêt par le maréchal de Castelane parce qu'il n'avait pas le chapeau chinois. Voilà. Ensuite, en 1849, Niel prend part à l'expédition de Rome en tant que chef d'état-major du général Vaillant. Puis, il est chargé d'annoncer au pape la nouvelle de la délivrance de la ville. Et en témoignage de sa reconnaissance, le pape lui offre un chapelet qui se trouve au musée de Muret. Voilà. Et cette citation de Napoléon Ier qu'il écrit aussi à sa femme, et que je trouve assez intéressante. Alors, il reçoit tout d'abord 3 décorations. La première, c'est la médaille dite du siège de Rome, que vous voyez ici, avec les clés de Saint-Pierre, la légende Sedes Apostolica Romana, donc le siège apostolique romain, et le ruban, bien sûr, reprend la médaille, les couleurs pontificales du jaune et du blanc, et elle est attribuée aux militaires participant au corps expéditionnaire. Ensuite, il reçoit la cravate de commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand en 1849. Alors, je ne vais pas revenir sur les origines de cet ordre que vous connaissez. Simplement, ici, il s'agit d'une croix de commandeur à titre militaire du premier modèle, mais qui est utilisée lorsqu'il recevra la Grand Croix, puisque vous voyez que derrière, c'est l'écharpe, le nœud de Grand Croix. Voilà. Donc ça, c'est assez amusant qu'il y ait une croix de commandeur et puis finalement l'écharpe, le nœud de Grand Croix. Et puis enfin, il reçoit la croix de chevalier de droit de l'ordre royal militaire de Saint-Georges de la Réunion, le royaume des deux Siciles, en 1849. Donc, à l'avers, in hoc signo vinces, c'est-à-dire par ce signe tu vaincras, et puis au revers, virtuti. Donc, ce qui est amusant, c'est que la rosette apparaît sur le ruban d'officier en 1850, et que finalement, la médaille est portée à l'envers, puisque c'est le revers qui est porté devant. Bon, c'est assez amusant. Donc, Niel quitte l'Italie en 1850, il est membre du comité des fortifications, il est conseiller d'État, général de division. Et puis ensuite, il participe à une opération qui est assez peu connue, c'est le siège de Bomarsum, dont je vous ai déjà parlé, qui est commandé. C'est une opération amphibie, multinationale, commandée par les Français et par les Britanniques, avec des bateaux français et britanniques. D'autant plus que la mission, c'est de faire diversion pour s'attaquer à une forteresse russe qui se trouve en mer Baltique et qui existe encore, par rapport aux événements qui commencent déjà en Crimée. Voilà. Donc Parseval Deschênes et Napier que vous voyez à droite. Donc pour ça, il s'embarque sur la Reine Hortense, la corvette. Il essaie de rallier le roi de Suède, et en vain d'ailleurs, Karl. Et puis finalement, Bomarsum capitule après un siège de 5 jours, le 16 août 1854. Alors, ça, c'est un plan de Bomarsum réalisé par Niel. Ça, c'est une opération de bombardement à partir d'un bateau britannique. Et puis ça, c'est la reddition des Russes qui se trouvent dans la citadelle, dont certains auront été déportés en France, et en particulier en Vendée,
Et il subsiste encore des familles russes, de déportés russes en Vendée, avec des vieux noms russes qui se trouvent en Vendée. Mais c'est surtout à Sébastopol que Niel prend toute son épaisseur militaire. Et le 8 janvier 1855, il est convoqué par Napoléon III, qui lui dit, premièrement, je vous désigne comme mon aide de camp, et deuxième chose, je vous envoie en Crimée, parce que je n'ai absolument pas confiance au commandement là-bas. Donc tous les jours, vous allez me faire un compte-rendu. Donc imaginez un général actuellement commandant une opération, dont l'aide de camp du président de la République est juste à ses côtés, sachant que le compte-rendu est fait quotidiennement par télégraphe en plus. Voilà. Donc la situation est plutôt inconfortable. Et en fait, l'empereur ne souhaite pas deux choses. C'est les tiraillements entre Français et Britanniques qui sont absolument constants. Là, rien ne change jamais. Et qu'ensuite, un siège qui dure conduit toujours au désastre. Voilà. Finalement, il se voit confier le génie de l'armée d'Orient, et la prise de Sébastopol, vous savez, c'est le 8 septembre 1855, qui est représenté ici. Et donc pour ça, il reçoit la dignité de Grand Croix de Légion d'honneur. Alors ce qui est amusant, c'est que, alors je ne vous parle pas du changement de modèle avec les aigles, etc. Tout ça, vous le connaissez bien mieux que moi. Ce qui est intéressant, c'est de lire l'évolution de l'ordre de Légion d'honneur pendant le Second Empire, avec l'attribution sur la volonté d'Eugénie de la Légion d'honneur à davantage de femmes, Rosa Bonheur par exemple, à des corps de métier de plus en plus larges. Et ce qui est intéressant uniquement sur... ah oui, vous savez qu'il a demandé à ce que le curé d'Ars reçoive la Légion d'honneur, et le curé d'Ars a dit « certainement pas, jamais de la vie, puisque les pauvres n'y gagneront rien ». Et il s'est fait avoir par son vicaire, qui organise en catimini la remise de cette Légion d'honneur-là, et puis finalement, le saint curé d'Ars recevra bien sa Légion d'honneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que ce bijou de Grand Croix est aussi usé ? Eh bien, c'est parce que c'est l'écharpe qu'il portait quasiment tout le temps. Et donc, l'épée venant cogner sur les émaux, ça a fini par donner ça. Voilà. Alors, en 1856, il est distingué à 4 reprises. Il est fait chevalier commandeur de l'ordre du Bain, qui au départ s'appelait Très honorable ordre militaire du Bain, et puis finalement le terme militaire est supprimé par la reine Victoria en 1847. Selon la coutume que vous connaissez, on doit rendre la décoration à sa mort, et cette tradition s'est interrompue en fait parce que l'ordre du Bain est tellement distribué entre autres officiers et sardes que on arrête temporairement cette tradition. Alors, Jean-Christophe Paltais, qui a l'œil sur tout, me dit que finalement cette croix-là est une croix de Knight Commander fabriquée en 1814, qui est probablement portée par un officier supérieur britannique qui a participé à Waterloo. Voilà. Et ça, Jean-Christophe me dit, parce qu'il a lu avec beaucoup d'intérêt le bulletin de la Société des Amis du Musée de la Légion d'honneur, le numéro 13, de janvier 2011. Voilà, comme quoi. Ensuite, il reçoit l'ordre du Médidier de deuxième classe, un ordre qui est créé en 1852 par Abdul-Méjid. Et après la guerre de Crimée, le sultan distribue très libéralement cet ordre aux officiers des 3 corps expéditionnaires britanniques, sardes et français. Donc, il n'y a pas... On n'appelle pas ça un diplôme, on appelle ça un firmant, voilà, comme vous le savez, un firmant de nomination qui date de la seconde décade de la lune de Redjeb 1272. Voilà. Donc je vous laisse traduire en termes de date. Bon, en fait, c'est mars 1856. Voilà. Ensuite, il reçoit la Grande Croix de l'ordre de Frédéric du royaume de Wurtemberg, avec une lettre de nomination qui date de 1856. Je trouve cette décoration très simple, mais extrêmement élégante, comme souvent d'ailleurs. Et puis, il reçoit la Grande Croix de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare,
du royaume de Piémont-Sardaigne par décret du 29 août 1856. Bon, je ne vous redresserai pas l'historique de cet ordre-là, qui finalement est la réunion des deux ordres, qui date de 1572 hein, par un décret de Grégoire XIII. Voilà. Et que dit Jean-Christophe Paltais? Qu'il y a un très intéressant poinçon à la tête d'aigle à gauche, qui est un poinçon de deuxième titre pour les menus ouvrages du Piémont, également en usage en Savoie jusqu'en 1860. Avec ça. En 1856, il est distingué à 4 reprises. Donc ça, je vous l'ai dit. En 1857, il reçoit 2 médailles. Celle-là est intéressante. C'est la médaille de la Baltique britannique. Elle est créée en 1856 par la reine Victoria. Elle est remise aux membres britanniques et français du corps expéditionnaire de la Baltique, donc Bomarsund. Et la lettre d'autorisation du ministère de la Guerre adressée au général Niel est enregistrée sur le numéro 1, ce qui fait de ce diplôme une vraie exception. Il y a ici encore l'autorisation de port, signée de Vaillant d'ailleurs, avec ce numéro 1. Voilà. En France, on n'a pas du tout la culture des médailles commémoratives. Donc il faut cette fraternité d'armes avec notre ennemi héréditaire pour arriver en 1857 à la création des premières médailles commémoratives françaises, la médaille de Sainte-Hélène, hein, qui sera suivie rapidement par celle d'Italie en 1859, de Chine en 1861 et du Mexique en 1863. S'ensuit bien sûr la médaille de Crimée, avec une autorisation de port de 1857. Elle est instituée en 1856 et reconnue par la France la même année. Et l'originalité de cette médaille, c'est que le nom du récipiendaire est gravé sur la tranche et précise son grade et son unité d'appartenance. Donc je rappelle qu'il existe 5 agrafes britanniques qui peuvent être apposées sur la médaille: Sébastopol, Alma, Inkerman, Balaklava, Azov pour le personnel de la marine, et 7 françaises: Kinburn, Malakoff, Mamelon Vert, Mer d'Azov, Sainte-Cécile, Tchernaya et Tractyr. En 1858, il est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre de l'Épée du Royaume de Suède, par lettre de nomination du 14 décembre. Alors, c'est un ordre qui a été créé en 1748, initialement 3 classes. Et la lettre de nomination, et c'est ça qui est très original, rendue au nom d'Oscar, roi de Suède et de Norvège, faite à Stockholm le 14 décembre 1858, et finalement signée Karl, c'est Charles-Louis Eugène, fils aîné d'Oscar, puisque son père est malade. Voilà. Le brevet d'autorisation est signé du maréchal Pélissier, duc de Malakoff. Mais ce qui est intéressant dans le diplôme, que je n'ai pas pris en photographie, c'est que celle qui est représentée sur le diplôme est non pas la Grande Croix, mais une croix de chevalier. Voilà, il y a des erreurs comme ça parfois. Donc Pélissier, oui, duc de Malakoff et grand chancelier du 23 juillet 1859 au 24 novembre 1860, et c'est le baron Hamelin qui lui succède. En 1859, il est chargé de négocier un mariage très important, qui est le mariage du prince Napoléon, qu'on voit à droite, avec la princesse Marie-Clotilde de Savoie, qui est la fille aînée du roi Victor-Emmanuel II, et ce mariage ayant été célébré à Turin le 30 janvier. Puis il repart quelques mois plus tard en Italie, où il commande le 4e corps de l'armée des Alpes. Il s'illustre à Magenta, le 4 juin 1859, mais c'est à Solferino, le 24 juin 1859, qu'il a compris de véritables prouesses tactiques, à tel point que Napoléon III écrit à Eugénie: « Le général Niel et son corps d'armée se sont couverts de gloire ». Donc le 25 juin, il est nommé maréchal de France. Alors ce tableau, j'ai écrit un article sur ce tableau pour une revue
laquelle je ne sais plus, où l'on voit Napoléon III en chef de guerre, ce qui est assez rare, sur un cheval aux très longues jambes, trop longues jambes d'ailleurs, quand vous regardez en termes de morphologie, les jambes sont trop longues, et qui vient donner de signe de la main le moment crucial de la bataille qui est la charge de la garde impériale. Voilà. Donc ce tableau est un tableau de propagande montrant Napoléon III donnant le signal de la victoire. Voilà. Et je le trouve extrêmement bien réalisé. Ça, c'est l'épée du maréchal qui est conservée à Muret. Son portrait officiel par Larivière, dont je vous ai déjà parlé. Mais tout le monde est content. Napoléon III est ravi. Niel est très content aussi. La seule qui ne soit pas très contente du succès de Niel, c'est Eugénie. Alors, il faut pour ça lire les mémoires de Viel-Castel, dit Fiel-Castel, qui est capable de décrire des choses atroces sur beaucoup de gens, et qui relate l'entretien entre le comte d'Hérisson et l'impératrice, qui n'aime pas Niel. Et donc d'Hérisson dit, mais pourquoi est-ce que donc vous n'aimez pas Niel ? Et Eugénie lui répond que finalement elle ne l'aime vraiment pas, et que d'Hérisson dit finalement, madame, c'est simple, le général Niel est une encyclopédie vivante, et comme l'empereur a autour de lui beaucoup de maréchaux qu'il ne supporte pas, en particulier pour leur manque de culture générale, eh bien, il se tourne forcément vers Niel. Voilà. Alors, un autre honneur, alors j'aime beaucoup ce portrait d'Eugénie. D'ailleurs, vous avez vu que nous sommes accueillis en haut de l'escalier par le portrait d'Eugénie et de Napoléon III. Alors, un autre honneur lui est réservé, c'est la médaille militaire. Alors, la médaille militaire, vous connaissez tous son histoire, c'est un décret du 22 janvier 1852. C'est une mesure très symbolique, mais aussi très politique, et aussi une mesure très militaire. Le maréchal Magnan, qui est grand chancelier, s'oppose à la création de la médaille militaire. Il dit « la Légion d'honneur suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose ». Napoléon III, lui, propose deux arguments qui finalement clouent le bec de Magnan, bon, il n'a pas le choix, qui dit que multiplier le nombre de croix de la Légion d'honneur viendra réduire le prestige, et qu'il faut penser aussi aux deux autres catégories de soldats qui, eux, ne reçoivent rien, qui sont les militaires du rang et les sous-officiers, pour qui la médaille est créée. Et enfin, il décide le 13 juin, et ça c'est très, très intelligent, 1852, d'accorder la médaille militaire aux généraux de corps d'armée ou aux maréchaux ayant commandé au feu. Voilà. Et donc, Niel reçoit la médaille militaire. Alors, ce qui est amusant, et d'ailleurs ce qui est toujours le cas, donc vous connaissez peut-être cette anecdote d'un général qui avait commandé une opération importante il y a quelques années et qui avait demandé, étant grand croix de la Légion d'honneur, qu'on lui confère la médaille militaire. Or, il n'avait pas commandé un corps d'armée. Alors, ce qui est intéressant en termes de diplomatique, c'est qu'il reçoit une lettre autographe signée du major général Vaillant qui dit « Monsieur le maréchal, je m'empresse de vous annoncer que sur ma demande, Sa Majesté l'Empereur vous autorise dès à présent de porter la décoration de la médaille. Voilà. Donc personne ne sait encore vraiment ce qu'est la médaille militaire, donc on l'appelle médaille. Voilà. Du point de vue historique, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun décret individuel de concession de la médaille militaire pour les officiers généraux et les maréchaux. Autre décoration qu'il reçoit, c'est la médaille commémorative de la campagne d'Italie en 1859. Elle est attribuée aux 120 000 hommes qui composent l'armée d'Italie durant la campagne. Les premiers insignes sont dessinés en 5 jours. Et finalement, ce modèle
reprend le profil de l'empereur non lauré qui figure sur la médaille militaire. Et le 15 août 1859, 300 généraux et officiers revenant d'Italie reçoivent cette médaille-là. Voilà. Sur 6 lignes, au revers, les batailles sont Montebello, Palestro, Turbigo, Magenta, Marignan, Solferino, avec en exergue la campagne d'Italie. Voilà. Puis, Niel est appelé à la fonction de ministre de la guerre. Je surveille l'heure, je suis dans les temps. Le 20 janvier 1867. Et donc, ça lui permet de se voir attribuer 5 décorations. Attendez. Hop. Alors, la médaille de chevalier de l'ordre royal des Séraphins. Là, attendez, je me suis trompé dans l'ordre. Ça, c'est l'Annonciade, bien sûr. Donc, l'Annonciade est réorganisée par le roi Victor Emmanuel II le 3 juin 1859. Et le même jour que Niel, donc le 5 août 1859, sont décorés de l'Annonciade, Baraguet, Camp-Robert, Saint-Jean d'Angély et MacMahon. Voilà. Et Niel reçoit une lettre personnelle manuscrite, que je ne vous lirai pas car elle est trop longue, du roi, qui chante ses éloges d'une manière absolument extraordinaire et qui est datée du 5 août 1859. Voilà. Alors, il reçoit aussi... attendez, je me trompe dans mes... oui, alors ça, c'est l'ordre... c'est la Grand Croix de l'ordre militaire de Savoie. Voilà, ça y est, j'y arrive. Grand Croix de l'ordre militaire de Savoie, qui date de 1859, qui a été recréée tout du moins en 1855, puisqu'elle avait disparu entre-temps. Pour la recevoir, précisent les statuts de l'ordre, il faut au moins l'une de 25 circonstances, je ne vous les citerai pas toutes, monter le premier à la brèche, être le premier sur le rempart quand on prend une place d'assaut, le premier à l'abordage, entrer le premier dans une redoute, ou défendre le drapeau jusqu'à la dernière extrémité, et au moins le sauver des flammes. Je trouve cette expression assez formidable, le sauver des flammes. Voilà. Donc Jean-Christophe Paltais me dit qu'il y a un poinçon très rare, avec un poinçon français aussi. Donc c'est une commande officielle piémontaise qui, passait en orfèvre français, est à nouveau contrôlée en Italie. Alors parallèlement à ça, Niel est nommé commandant supérieur du 6e arrondissement militaire de Toulouse, où il décide la construction du Palais Niel de Toulouse, que vous pouvez visiter lors des Journées du patrimoine. Le plan, ici, a été réalisé par Niel lui-même. Et il a lui-même dessiné les jardins. C'est vraiment une demeure splendide. Donc, je vous montre quelques photographies. Ça, c'est la vue arrière du palais. L'escalier principal, avec le portrait par la rivière dont je vous ai parlé, qui figure là. Et puis les N. Donc il y a des N partout qui sont les N de Napoléon, forcément, mais ce qui est très amusant, c'est que souvent les visiteurs se disent c'est amusant parce que ce sont les N de Niel. Oui, mais il n'y aurait pas la couronne au-dessus. Voilà une vue d'un des salons, mais il ne l'habitera jamais. Parallèlement, en 1860, il achète... ah oui, ça c'est le grand salon du palais, qui est absolument splendide. Des petits salons très bourgeois à l'étage. Et comme il n'apprécie pas la résidence qui lui a été donnée à Toulouse, il achète le domaine d'Aufréry, qui est à quelques kilomètres de Toulouse, de Balma, pour garder vraiment les pieds sur terre. Et pour rendre grâce de la victoire de Solferino, il fait réaliser ce vitrail pour l'église de Balma, qui existe toujours,
qui représente Saint Jean-Baptiste, qui l'aurait protégé pendant les combats. Puis, il est appelé à la fonction de ministre de la guerre en 1867. Voilà, donc on arrive à la médaille de chevalier de l'ordre royal des Séraphins du royaume de Suède, qui a été créée en 1334. Et le roi de Suède est grand maître de l'ordre, et il n'y a qu'une seule classe. La Grand Croix de l'ordre de Saint-Étienne de Hongrie, de l'Empire d'Autriche. Alors, la Sainte Couronne de Hongrie, que vous connaissez peut-être, dont vous avez vu certaines représentations, est l'un des régalias les plus porteurs de symboles en Europe. Elle est appelée aussi Couronne de Saint-Étienne. En réalité, elle pèse 2 kg, presque 2,5 kg d'or, 19 panneaux d'émail et de pierres semi-précieuses et de perles. Et donc, c'est en hommage au roi Étienne Ier de Hongrie que l'impératrice Marie-Thérèse fonde l'ordre en 1764. Voilà. Elle vise à destiner les mérites civils dont Niel est une exception. Seuls les nobles, avec 4 générations de noblesse, sont exigés. Niel est une exception. Et les grands croix, dont Niel, reçoivent réglementairement le titre de cousin de l'empereur. Voilà. Et le MT que l'on voit au centre, c'est Marie-Thérèse, bien sûr. Voilà. Ensuite, il reçoit en 1867 la Grand Croix de l'ordre de Pie IX, qui a été créée en 1848, puis modifiée en 1849, qui comprend 3 classes, Grand Croix, Commandeur, Chevalier, et la première classe confie la noblesse personnelle. Mais elle peut être conférée à des non-catholiques, puisque Abdelkader, homme politique, théologien, mais aussi un leader du soulèvement algérien contre l'occupation française que vous connaissez, a été reçu dans l'ordre, mais pour avoir protégé les chrétiens de Damas des pillards musulmans et druzes. Voilà. Et le maréchal Niel a très certainement reçu cet ordre à l'occasion de la victoire de Mantana. Voilà. La Grand Croix de l'ordre de la Tour et de l'Épée du Royaume de Portugal, qui a été créée en 1459, qui était tombée en désuétude et recréée en 1808 par le prince régent João, futur Jean VI du Portugal. Et l'ordre permet de récompenser des services éminents rendus à la couronne par des Portugais ou des étrangers, comme c'est le cas là. Voilà. Il reçoit aussi l'ordre de l'Osmanier, de première classe, de l'Empire ottoman en 1867, qui a été fondé en 1861 par le sultan Abdulaziz. Voilà. Et ce dernier est le frère et successeur du défunt Abdulmecid dont je vous ai parlé, qui fonde donc un nouvel ordre en 1861, soit 6 mois après son accession au trône. Et donc, il le place sous l'égide d'Osman Gouzi, d'où Osmanier, qui a été fondateur de l'Empire ottoman et qui est connu pour cela. Voilà. Donc, l'ordre du Médidier qu'on a vu tout à l'heure a été supplanté. Il existe une version enrichie de diamants qui est absolument formidable, paraît-il. Je ne sais pas si vous en avez un exemplaire ici, et qui est une distinction qui est particulière. Niel a reçu cet ordre-là lors de l'exposition universelle de 1867. Voilà. Niel, comme je vous l'ai dit, et nous acheverons avec cela, essaie de faire adopter une loi qui mette l'armée française sur le pied de guerre. Les débats à l'Assemblée, la retranscription des débats à l'Assemblée sont extrêmement impressionnants. En revanche, Niel est certain d'une chose, c'est que la menace prussienne existe, qu'elle est réelle, puisque lors d'une partie de billard avec son aide de camp, le métier d'aide de camp, certains le savent, est un métier particulier,
lors d'une partie de billard, il dit à son officier d'ordonnance « Vous verrez, les Prussiens feront sur nous le bond de la panthère ». Et un mois avant sa mort, donc en juillet 1869, Niel fait convoquer la garde de Paris, mais c'est un tel bazar qu'on doit tout annuler. Et aucun entraînement n'aura lieu finalement dans la capitale ni ailleurs avant 1870. Et aux élections législatives de 1869, le succès de l'opposition est intimement lié au mécontentement entretenu pendant 2 ans par les débats houleux sur cette loi militaire dite loi Niel. Voilà. Et durant la campagne électorale, sur 700 candidats, il n'y a que 22 qui demandent l'augmentation des budgets de l'armée. Sur 700 candidats, seuls 22 demandent l'augmentation des budgets de l'armée. Voilà. Alors Niel, déjà, est très malade par la maladie de la pierre, mais il ne se remet finalement pas d'une ambiguïté de l'attitude de l'opinion française. D'une part, l'hostilité générale du pays à la loi Niel, qui n'est pas un refus de faire son devoir en temps de guerre, elle révèle le refus des Français, surtout les ruraux, de supporter les contraintes en temps de paix. La conscription est pour eux une mesure de précaution qui est inutile. Mais, premier paradoxe, ils demandent unanimement à l'empereur de se garder face à la menace prussienne. Mais comment fait-on ? Deuxième paradoxe, c'est que la loi Niel est globalement acceptée dans le long terme, puisque le service militaire reste une épreuve initiatique, reste une épreuve où on devient vraiment un homme. On le voit bien d'ailleurs dans les débats actuels sur un éventuel retour du service national ou d'un service national universel. Et l'exemption à l'époque de service militaire est une humiliation pour un jeune homme. On voit quand même que les choses ont changé en quelque temps. Et donc le service actif se retrouve réduit à 2 ans. Et troisième paradoxe, c'est que finalement, il y a une nostalgie qui est malgré tout entretenue des gloires militaires, révolutionnaires et impériales. Et Napoléon III, pour ça, est vraiment très fort. Il assied son autorité et sa politique sur la nostalgie des campagnes du Premier Empire et de ce qu'est l'Empire qui va devenir peu à peu un empire social et non pas un empire héréditaire. Voilà. Ceux qui disent que les soldats français ont mal fait leur travail pendant la guerre de 1870 se trompent. Les soldats français ont été d'un courage exemplaire. C'est-à-dire que, certes, ils n'étaient pas heureux d'être envoyés sous les drapeaux, mais ils se sont battus avec vaillance. Voilà. Donc le sacrifice est accepté. Donc Nélaton, voyant Niel souffrir, l'opère le 12 août. L'opération paraît avoir réussi. L'empereur lui rend visite amicalement. Napoléon, finalement, pense aussi à sa propre opération, que personne n'ose pratiquer de peur d'avoir la mort du souverain sur la conscience. Mais le lendemain, la fièvre reprend le maréchal. Et alors qu'il sent sa fin approcher, il demande 2 choses. C'est l'extrême-onction qu'il reçoit de Monseigneur Darbois, qui est archevêque de Paris, et qu'on lui lise des passages de Bourdaloue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bourdaloue. C'est finalement peut-être Bourdaloue qui a tué le maréchal Niel. Non, je suis méchant pour Bourdaloue. Quoi qu'il en soit, le 13 août à 23h, Adolphe Niel rend l'âme, entouré par toute sa famille. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'empereur ne voudra plus jamais être opéré du fait de la mort de Niel. Les obsèques du maréchal ont lieu le 17 août au ministère de la Guerre et à l'hôtel des Invalides. Quand vous voyez la scène pour les obsèques d'un maréchal, c'est absolument fastueux. C'est une organisation extrêmement millimétrée. Il y a un nombre de soldats impressionnant pour encadrer le cortège. Et quand vous voyez derrière le nombre de personnes, ce sont des obsèques dignes d'un maréchal, d'un ministre. Et Napoléon III a voulu que ces obsèques-là soient imposantes. Mais Niel demande à ne pas être inhumé aux Invalides, contrairement à 9 autres maréchaux de Napoléon III qui, eux, le souhaiteront.
Et finalement, le dernier acte, et je finirai avec ça, est l'inauguration. Alors ça, c'est la tombe du maréchal à Muret, qui est une tombe très simple. La plaque peu à peu s'efface, donc j'ai demandé à ce qu'on puisse la faire restaurer. Et puis, le dernier acte, qui est vraiment l'acte original, c'est 7 ans plus tard, le 15 octobre 1876, qui est l'inauguration de la statue du maréchal, qui est fruit d'une souscription nationale. Alors, pour conclure, et vous voyez, il est 29. Si Niel avait vécu, aurait-il empêché la guerre et la défaite? Réponse non. Parce que les tendances militaires et politiques, à l'époque, étaient trop lourdes. On en a parlé. Les habitudes, les succès faciles, des officiers qui n'aiment pas la culture générale. Ils n'aiment pas la culture générale. À Saint-Cyr, les majors de promotion sont appelés les crétins potasseurs. Les crétins potasseurs. Voilà. Alors que dans l'armée prussienne, la culture générale des officiers tout au long de leur carrière est une exigence. Il n'existe pas, avant 1870, d'école de guerre. Il faut attendre donc la défaite pour créer l'école de guerre, pour former en deuxième partie de carrière des officiers. Alors, si Niel avait été vivant, qu'aurait-il fait? Donc, on refait l'histoire. J'ai bien fait rire Michel de Gégère quand je lui ai parlé de ces deux options-là. Mais je crois que c'est la vérité. Je crois qu'au début de l'année 1870, il aurait temporisé. Et alors que les esprits étaient les plus échauffés qui soient, il aurait persuadé ou tenté de persuader l'empereur de ne pas céder à la provocation de la dépêche d'Ems et donc à la provocation de Bismarck. Voilà. En disant, écoutez, votre affaire, c'est un montage, vous n'aurez pas la guerre avec ce montage grotesque. Je pense que ça aurait pu être ça. Si jamais l'empereur s'était laissé convaincre de la nécessité de la guerre, je pense que Niel aurait demandé à l'empereur de temporiser pour ne pas aller seul face aux Prussiens. Où sont les Britanniques en 1870? Pas à nos côtés. Où sont les Italiens dont on a sauvé la peau, si je puis dire, en 1870? Pas à côté de nous, parce qu'il y a entre autres l'affaire de Rome que vous connaissez. Où sont nos autres amis avec lesquels on a combattu en 1870 face aux Prussiens? Eh bien, ils n'étaient pas là. Et donc, moi, je pense très sincèrement que Niel aurait demandé à toutes ces puissances dont il connaissait personnellement les souverains, la preuve, il a été décoré par ces souverains-là, de se mettre à ses côtés pour relever le défi, non pas prussien, mais allemand. Et donc la revue militaire générale, dans un article sur Niel, écrit « On ne pourra s'empêcher de penser qu'en brisant prématurément une existence si utile au pays, le destin brisa quelque chose de la fortune de la France. » Voilà. Et je finirai, puisque j'ai été très méchant avec Bourdaloue, finalement pour le citer, je finirai par le citer, qui disait « Aimons la vérité qui nous reprend et défions-nous de celle qui nous flatte. » Et je trouve cette citation très vraie et particulièrement vraie pour une armée. Voilà, c'est sur ces mots que je vous remercie. Et que je suis prêt à répondre à des questions si vous souhaitez. Je suis en mesure de dédicacer mes ouvrages en sachant que tous mes droits sont reversés à Terre Fraternité pour les familles de nos blessés, de nos veuves, etc. Voilà, s'il y a des questions, pas trop techniques. Où sont conservées toutes ces décorations, le bâton de maréchal, etc. Toujours chez l'actuel comte Niel. Ah oui? Oui. Ouf. Oui. C'est rare les grandes familles qui oui. conservent oui. le patrimoine. Alors moi je pense qu'elles ne sont pas toutes là et qu'il y a eu déjà au sein de la famille quelques partages, oui, en effet. Et ils ont failli disparaître. Ils ont failli disparaître totalement. Oui, tu as raison Pierre. Dans des conditions plus difficiles. Oui, je le sais.
Quelles sont les origines de Niel? Les- Ce sont des origines bourgeoises, militaires Alors, ce sont des origines déjà du sud-ouest. Il avait son accent du sud-ouest qui est resté très longtemps, donc c'est assez amusant. Ce sont des origines bourgeoises, mais qui sont presque déjà agrégées à la noblesse, hein, puisque les niels ont été faits contre romains. Mais il existe déjà les armes avant, et sur certains couverts, par exemple, et c'est lié au poinçon, la couronne comtale est déjà portée. Donc, bon, voilà. Il n'a pas eu la valore militare, comme l'ont eu beaucoup de généraux et d'officiers, vu tout ce qu'il a fait en Italie. Je ne saurais pas vous dire. La médaille avec le ruban bleu, on ne le voit pas sur les... Non. Non. Non, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. Juste, on devait avoir l'explication sur l'homme avec les chaînes sur la droite. Avec les L'échelle. L'échelle. sur le tableau. Sur le tableau. L'attaque de Constantine. Et à portée de la prise La prise de de la Constantine. citadelle de Constantine. Ah. Et vous voyez, vous êtes sûr que c'est lui qui porte l'échelle? Alors, non, il ne porte pas l'échelle, mais il est... Alors, j'ai lu complètement le journal des opérations. Dans le journal des opérations, il n'est pas dit que c'est Niel qui était le premier à la brèche. Il est dit que c'est un jeune officier du génie. Bon, voilà. Mais lors d'une lettre à son épouse, écrit vraiment sur le tard, il y a une ligne où il dit « C'est bien moi qui entraîne les hommes lors de la création de la brèche de Constantine. » Voilà. Mais il n'a jamais manqué de modestie. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci.